Binge audio. Oh la vache, c'est quoi ce délire? Je peux vous prendre en photo avec les chefs? Nous sommes toujours à la ferme de la Jaubernie, quelque part en Ardèche, pour discuter du monde paysan en France et de comment on se débrouille en tant que paysanne féministe pour s'y épanouir. C'est souvent que les nanas, c'est les moments qu'on préfère, c'est les SMIM, et du coup je suis là, oh mince, moi aussi j'aime ça, mais c'est vrai qu'il y a un truc de voir les plantes lever, c'est quand même un peu assez magique, quoi. Moi j'aime bien quand je bouge mon troupeau et qu'il y a toutes mes bêtes qui sont derrière moi et qui me suivent, avec leur nez blanc et leurs cornes et qu'elles ont trop la classe. Marion est maraîchère et apicultrice. Fanny produit du tofu après avoir élevé des brebis, des animaux que Guylaine connaît bien puisqu'elle en a tout un troupeau. Céline élève quant à elle des chèvres avec son associé et Florie est apicultrice. Moi j'aime beaucoup le printemps parce qu'il y a la nature qui se réveille et il y a les ruches qui se réveillent et du coup j'adore faire toutes les visites de printemps et redécouvrir un peu les colonies. Dans la deuxième partie de cette discussion, on continue d'examiner comment elles ont contré les stéréotypes sexistes pour faire leur métier, comment aussi elles construisent d'autres standards, d'autres références que l'habituel masculin neutre. Elles vont aussi nous raconter, avec la dessinatrice Maude Bénézy, comment elles ont réussi à faire cette œuvre collective, cette formidable bande dessinée éditée chez Marabout qui s'appelle « Il est où le patron ? Chronique de paysanne » que je vous recommande si vous avez ne serait-ce qu'une minute. Caressez un jour le rêve de vous aussi devenir paysanne ou paysan. Est-ce que tu peux juste nous présenter vite fait quelques-unes, comment elles sont? Alors là on a Noisette par exemple qui adore les caresses à tel point qu'elle se frotte le ventre par terre quand il y a de l'herbe pour pouvoir se gratter le ventre. Là on a Java, c'est la belle chèvre costaud dont je vous parlais qui est la fille de la chef qui sera bientôt la chef. Les couilles sur la table, épisode 79, deuxième partie. C'est grâce à elle en fait que la ferme tourne bien. C'est vraiment nos copines quoi. Mais on commence tout de suite par des questions qui fâchent. Je leur ai demandé ce qu'elles pensaient des parallèles tracés par de nombreuses militantes et penseuses féministes et antispécistes entre le sort qu'on réserve aux femmes et aux minorités dans nos sociétés et la façon dont on traite les animaux dans l'agriculture. En bref, être éleveuse et féministe, comment est-ce possible? Et là on a une petite baston entre libellule et luciole, mais bon, rien de grave. Moi, je me rends compte que j'ai beaucoup évolué sur mes pratiques. Ça fait plus de 10 ans que je bosse dans l'élevage avec les brebis. Donc, moi, je suis d'origine citadine. Et du coup, quand je suis arrivée dans ce milieu-là, il y avait vraiment une question de légitimité à faire mes preuves. Et c'était un milieu qui était vraiment pensé par les hommes, avec eux qui mettent leurs règles. Et j'ai tout de suite un peu compris que si je voulais être crédible, il fallait que je mette de côté tout ce qui pouvait être perçu ou assimilé à de la sensibilité. Et mon objectif, c'était d'être acceptée dans ce monde-là parce que j'avais très envie d'être éleveuse, parce que j'aimais beaucoup les animaux, donc un peu quelque chose de contradictoire. Et du coup, j'ai vraiment étouffé plein de questionnements. On observe, on a un regard neuf et on se dit, là, est-ce que c'est de la souffrance? Qu'est-ce que c'est le bien-être? Est-ce que la bête va bien? Quel est le rapport? Et en fait, c'est des choses hyper complexes. Et c'est des questions qui me taraudaient, mais que j'ai vraiment juste complètement étouffées parce que j'ai l'impression que si je laissais dépasser de moi des bribes de questionnement, ça allait me faire perdre toute ma crédibilité. Sur quoi, par exemple? Sur la perception de la douleur, en fait. Les animaux parlent pas, on est responsable d'eux. Du coup, à quel moment on considère qu'il y a de la douleur et qu'il faut le prendre en compte et qu'il faut faire quelque chose? Et c'est complexe, on n'a pas de réponse. Moi, je ne m'autorisais pas à me poser la question et je pense que c'était quelque chose d'assez répandu. Et à force de travailler dans l'élevage et notamment de pouvoir avoir des moments d'échange et de complicité en non-mixité avec d'autres éleveuses, il y a un peu ce truc qui a lâché de se dire en fait là j'ai plus besoin de prouver que je suis légitime, en fait j'ai besoin de prendre ma place à ma façon. Et du coup ça a permis de remettre des questions que j'avais totalement éludées. Il y a quelques années, on parlait entre nous des violences gynécologiques, notamment dans nos groupes féministes, parce qu'il y avait un gynécologue horrible par chez nous, et du coup, ça a fait réfléchir à ça. En fait, je me suis dit, mais moi, j'ai jamais questionné comment on met bas dans la ferme par rapport aux questions de violence gynécologique.
on s'est dit, mais en fait, c'est hyper bien que la femme, elle ait vraiment le temps d'accoucher, pas avec quelqu'un qui est expert dessus et qui aide à l'accouchement, mais en fait, qu'elle prenne possession de ça. Et en fait, je me disais, mais nous, dans les Misbah, il y a quelque chose, à un moment, on a envie que ça aille vite. J'avais aussi beaucoup vu des gars être très interventionnistes, et c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément besoin d'aider à sortir l'agneau ou le chevreau, mais en fait, il le faisait. Et en fait, je me disais, c'est un peu pour avoir le rôle de sauveur, en fait. T'es arrivé, t'as fait ce geste technique, t'as sorti la bête, mais en fait, ça a dépossédé la brebis de sa misbah. Et en fait, c'est un processus qu'elle a besoin de faire par elle-même pour que la misbah, et après la délivrance, et après les suites de la misbah, se passe mieux. Mais pourquoi ils le font alors ? Et pour que ça aille plus vite, et je pense pour se sentir utile. Est-ce qu'ils n'ont pas l'impression que s'ils le font pas, elle va avoir des problèmes ? Je pense qu'à un moment... il y a aussi une question de c'est quoi mon travail, et que se dire que de rester à observer, on n'arrive pas à se dire que c'est du travail. Alors que là, on rentre le soir, on dit ah, j'en ai sorti 2. Et là, il y a quelque chose de concret de se dire j'ai fait un travail. Et le fait à un moment de laisser. On est toujours dans l'activité, et le fait de se dire là, je me suis assis loin pour pas la stresser, et j'ai regardé de loin juste pour être sûre. Peut-être ça a l'air évident quand on le dit. Mais c'est un rythme qui est vraiment dur à casser, quoi. Ouais, en tout cas, moi, ce que je me rends compte, c'est que la réflexion féministe, ça m'a vraiment autorisée à re-questionner des choses sur l'élevage qui étaient présentées comme des évidences et comme si on ne pouvait pas imaginer autre chose. Moi, je faisais beaucoup de parallèles avec la médecine humaine qui est pensée par les hommes et pour les hommes. Et dans les Misbah, il y avait vraiment des gros questionnements parce qu'une brebis qui souffre, elle ne va pas émettre de bruit. Du coup, c'est compliqué de savoir est-ce que la bête souffre ou quoi. Et en fait, on voit qu'il y a, notamment pour les primipares, donc celles qui mettent bas pour la première fois, on voit vraiment que ça dure et qu'elle force et qu'elle allaite et que ça contracte encore. Et qu'après la mise bas, elle va mettre beaucoup de temps à se lever et qu'on va voir quand elle se lève que pendant plusieurs jours, sa démarche, elle n'est pas habituelle. Son bassin, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Et ça a été jamais questionné, jamais pris en... Enfin, moi, j'ai fait des formations avec des vétos sur le soin des animaux ou quoi, et c'est des questions qui étaient jamais abordées. Et je me dis, c'est vraiment juste un problème que c'est pensé par les hommes, quoi. Et aussi que c'est une question complexe, c'est que comme elle fait pas de bruit, on sait pas si elle a mal. Et peut-être parce que c'est une question complexe, et du coup, on l'élude. Et à propos d'être interventionniste ou sur le rapport à la douleur, vous disiez un peu plus tôt, quand on prenait le café, que par exemple, vous aviez remarqué que certains éleveurs étaient très stressés au moment de la castration des animaux, qu'on leur donnait des anti-inflammatoires, tout ça, mais que par contre, les Misbah, ça leur posait pas de problème. Vous, c'est l'inverse ? Nous, on castre pas d'animaux à la ferme chèvre, ici, ouais. Mais par contre, c'est vrai que je rejoins tout à fait ce que dit Fanny sur l'empathie, en fait, s'autoriser à avoir de l'empathie pour les animaux et se sentir vraiment lié à elles. Et du coup, leur laisser le temps de faire leur dilatation, parce que aussi derrière, ça se passe mieux pour la montée en lactation. Et d'ailleurs, paradoxalement, on nous dit aussi que c'est un truc de femme de surveiller les Misbah. Moi, j'ai jamais accouché, en fait, je vois pas pourquoi j'arriverais mieux à accompagner une chèvre qui est en train de faire son chevreau qu'un mec. Mais je pense par contre de s'autoriser à l'empathie et aussi dans la réforme des animaux. Donc la réforme, en fait, c'est les animaux qu'il faut tuer parce qu'ils sont trop malades, ou enfin elles pour le coup, elles sont trop malades ou elles sont trop vieilles. Et pour moi, c'est vraiment le moment le plus dur de mon métier. Et s'autoriser aussi de les tuer avec sensibilité et de se le dire merci et pardon et au revoir, quoi. Et de pouvoir faire ça, même si c'est un petit rituel qu'on fait dans notre tête, mais juste je me sentirais plus en contradiction. Enfin, on parle beaucoup de nos contradictions en tant qu'éleveuse et féministe. Et on a besoin d'être comme en non-mixité entre éleveuses féministes pour pouvoir en parler, pour pas se sentir jugée, en fait. De parler de ces contradictions qui font partie de notre métier et en même temps, on n'arrive pas à se passer d'elles, en fait, de ce rapport aux animaux domestiques. Vous pensez à quoi comme contradiction, par exemple ? Justement, de tuer les mamies. De tuer les chèvres qui ont 12 ans parce qu'elles n'arrivent plus à suivre le troupeau. D'envoyer les chevreaux mâles à l'engraisseur. Donc c'est un système où en fait c'est un système assez industriel, mais on a besoin d'eux parce qu'il y a beaucoup de chevreaux qui naissent en France et on a arrêté de manger de la viande de chevreau, quasiment. Et en fait on fait un élevage de femelles, on fait pas un élevage de mâles. Et du coup de réfléchir à comment essayer d'en engraisser peut-être plus à la ferme, mais en même temps on en envoie quand même à l'engraisseur.
Parce que pour être clair, quand les chevreaux mâles naissent, vous savez qu'il va falloir les tuer à un moment ou à un autre parce qu'on va pas élever des troupeaux de boucs, ça sert à rien. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand ils naissent? Vous les laissez vivre un petit peu sous la mer? Et puis après, il faut les envoyer à l'engraisseur qui va faire quoi? L'engraisseur, lui, il s'est spécialisé en fait dans l'engraissage des chevreaux, donc il récupère des petits chevreaux à une semaine et il les engraisse dans des grandes fermes en fait. Et ensuite, ils sont vendus à 2 mois, majoritairement en Italie et au Portugal, où là-bas ils ont gardé une tradition de consommer la viande de chevreau. Et pour moi, ça fait partie de mes contradictions parce qu'on externalise en fait une partie du vivant qui arrive sur la ferme, les chevreaux. Et en autre contradiction, ouais. Dans les contradictions, moi, je trouve ça hyper compliqué, c'est quel rapport j'ai avec mon troupeau. Parce que dans ma vie en général, j'aime bien dire que je suis pour l'abolition de toutes les formes de domination. Et en fait, qu'est-ce que j'ai comme rapport avec mon troupeau? C'est quand même moi qui décide si elles vont se reproduire. Donc c'est un rapport fort par rapport au corps. Lesquels sont adaptés, rustiques, et du coup ont leur place pour perdurer dans le troupeau. Lesquels me paraissent moins adaptés ou malades et vont devoir être réformés. Et en même temps, c'est pas que ça. C'est aussi un rapport de soins. Des fois, dans ma tête, je fais un peu parallèle avec quand on éduque des enfants, mais il y a quelque chose où on est responsable. Et du coup, on leur doit le soin et tout le bien-être. Et des fois, sur des choses qui nous coûtent physiquement ou en temps, on doit quand même donner de ça parce qu'on est responsable d'eux et leur donner du soin. J'ai l'impression que ça me rend hyper triste. Quand j'entends que c'est impossible d'être féministe et d'avoir des animaux, ça me fait de la peine. Et j'ai l'impression que du coup, dans des milieux que j'identifie féministes, j'ose pas dire où je suis mal à l'aise de dire que j'élève des bêtes. Et en Pourquoi même temps, Parce qu'on va vous accuser on va vous dire, vous dites que vous aimez les animaux, mais on va vous les tuer quand même. oui, Surtout qu'en plus, vous faites des brebis à viande. Oui, moi je fais des brebis. Je pense que je le formulerai pas comme ça du coup, mais. Excusez-moi, j'ai cru que vous aviez dit ça au tout début quand vous étiez présenté. C'était par opposition. Justement, que les gens me disent vous avez des brebis, vous avez l'air sympa, du coup vous faites du fromage. Et je dis non, je fais des agneaux. Ils regardent leurs pieds, ils sont trop mal à l'aise. Et ils font oh mon Dieu, mais c'est horrible. Et que plutôt, oui, je fais des agneaux viande déjà et pas des brebis viande. Et que les brebis, c'est mes copines. Et que les agneaux, les agneaux, oui, par contre, ça va être de la viande à un moment ou à un autre. Et que j'ai l'impression que du coup, ça coupe court de dire c'est mal, c'est pas féministe, c'est pas bien. J'ai l'impression que du coup, ça coupe court à tout autre imaginaire et toute autre façon de faire de l'élevage et que c'est dommage quand même. Et que moi, j'ai l'impression qu'il y a un de mes déclics. C'est un printemps, il y a Fanny qui est venue faire l'agnelage chez moi. Et je t'ai vu caresser la tête à une brebis et lui gratouiller la tête et dire celle-là je l'aime bien. Et après il y a une autre copine qui est venue qui lui a donné un nom, c'était Cunégonde, on l'appelait après. Et du coup ça m'a fait un déclic de me dire mais on a le droit d'être sympa avec une brebis, mais en public en plus. J'ai l'impression que plutôt je le faisais un peu en secret, c'était un peu le truc honteux de j'aime bien mes brebis, je leur donne des petits noms dans ma tête. Mais sur le fait de les aimer à la fois, de voir naître leurs petits, d'être soulagé qu'elles aillent bien et tout, et de se dire mais bon, je vais le manger à un moment, il va servir à être, il va falloir le tuer et quelqu'un va le manger. Moi clairement ce qui m'interroge, c'est le système industriel et du coup c'est quelle mort on donne, dans quelles conditions. Moi les moments où je suis dégoûtée, c'est d'emmener des mères à l'abattoir qui ont fait toute la carrière chez moi et de me dire qu'elles vont être saignées par quelqu'un qu'elles connaissent pas, dans un endroit qu'elles connaissent pas. Ça, je trouve ça hyper trash. Par des gens qui ont des conditions de travail dégueulasses, qui font de la mort à la chaîne, où ça peut juste que être horrible en fait, quoi. Y a pas, c'est un peu non, il y a pas de bons abattoirs en vrai, quoi. Et ça me rend hyper triste. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a des différences et que tout mettre dans le même panier, ça marche pas, quoi. Et que les brebis que je tue, moi, dans des bonnes conditions, qu'elles s'y attendent pas vraiment, qu'elles sont juste un matin dans le pré, on les attrape comme on les attrape plein d'autres matins et qu'on prend le temps de faire les choses comme il faut, qu'elles souffrent pas. Et que derrière, je mange la viande aussi. J'ai l'impression que ça change complètement le rapport à la mort et à comment je fais les choses. Je suis quand même assez fière, pour le coup, des pratiques que j'ai sur plein de choses. Parce qu'ils sont tout le temps sous les mers. Ils têtent tout le lait des mères. En fait, c'est les agneaux qui têtent leur lait. Quand on les enlève des mères, ils ont déjà 8 ou 9 mois. Du coup, les mères, elles sont pas tristes de les voir partir, quoi. Elles font, allez, ouais. En tout cas, elles bêlent pas pendant des jours et des jours. Elles les cherchent pas plus que ça.
Et quand ils partent en vente directe, que je vois les clients, qu'ils sont contents de manger la viande que je fais, qu'ils savent d'où viennent les agneaux, que c'est des agneaux qui vont passer tout l'été à la montagne avec leur mère à courir dehors, j'ai l'impression que je suis hyper contente de ça. Et qu'il y a une partie des agneaux que par contre, j'arrive pas à vendre en vente directe et qui partent dans une coopérative. Et je sais que potentiellement, ils vont juste finir dans des grands tunnels à se gaver de grains comme des obèses et à devenir complètement débiles et à finir je sais pas où en fait aussi, quoi. J'ai l'impression que ça, c'est des agneaux, ça me fait de la peine pour le coup, quoi. Et que ça rentre vraiment dans un système industriel où ils ont une étiquette, personne ne saura quelle vie ils ont eu, quelle tête ils avaient, ça me fait de la peine quand même. Je peux poser une question ? Mais oui, C'est pas vrai. c'est une question de Solin Moulin. Là, vous parlez d'une approche féministe dans vos pratiques, mais comment c'est réceptionné de la part de vos confrères ? Est-ce qu'ils vous entendent ? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils reproduisent dans leurs exploitations ? Est-ce qu'ils vous comprennent ? Est-ce qu'il y a une sensibilité en fait à ce regard que vous proposez ? Moi, je pense que j'ai un exemple qui est pas directement sur, donc c'est à nouveau sur l'apiculture, mais c'est peut-être pas évidemment féministe. C'est-à-dire, je l'ai pas nommé comme ça. En l'occurrence, donc mon père était apiculteur de métier, et moi, je lui ai dit assez vite, je vais pas faire comme toi. Et alors qu'il avait très envie de tout me transmettre, comme il avait fait, d'avoir toutes les... Enfin, c'était super, il avait très envie que je refasse pareil. Et en fait, je lui ai dit, il y a des choses, ça me parle pas. Et en fait, la BD, quand même, a aussi aidé, à des moments, à faire comprendre, ce point de vue féministe de remise en question de plein de choses, a permis la discussion avec lui. Mais par contre, sur l'apiculture, ça a été assez chouette. Je l'ai vu se remettre en question aussi dans ce truc de remise en question plus globale, en fait, du système, de dire, comme on disait tout à l'heure, de je sais pas comment dire, l'agriculture féministe, elle vient aussi remettre en question les pratiques agricoles plus généralement. Et j'ai l'impression que lui, ça l'a fait aussi se remettre en question. Il s'est toujours, par exemple, il disait, pourquoi je les ai emmenés partout dans une logique de produire. Est-ce que j'aurais pas mieux fait d'en avoir moins et de mieux m'en occuper, de les suivre? En fait, je l'ai vu en fin de carrière, en étant à la retraite, et donc en n'ayant plus la contrainte économique très forte comme il avait aussi pendant toute sa vie, pouvoir en fait se permettre de dire ok, je referai plus pareil. Aussi, on n'est plus dans les mêmes logiques actuellement. Il y a vraiment des scissions entre les modes d'agriculture industrielle et les modes paysans où c'est plus la même chose. Mais en tout cas, oui, je l'ai vu se dire ah ouais, je comprends les endroits où on est plus logique, où on est plus cohérent avec nous-mêmes et avec les trucs qu'on défendait. Et j'avoue que c'était assez touchant pour moi de voir le père se remettre en question. Moi, j'ai toujours besoin de passer aussi par des espèces de savoir froid hyper scientifique pour expliquer à mes homologues masculins si tu tires, après elle ne montera pas bien en lactation, tu vas perdre de l'argent. Si tu mets les agrafes, tu risques d'avoir beaucoup de casse. À la mise bas, tu vas devoir réformer tes chèvres. Si tu fais pas venir l'ostéo, après une mise bas difficile, elle va avoir du mal à marcher, tu vas devoir la réformer. Parce qu'en fait, tout ça tout ce dont on parle autour de l'empathie et du bien-être animal, dans le fond, on pourrait aussi le convertir en sous, hein, si c'est souvent un argument assez viril qui parle, quoi. Une question de Diane Mileli. Oui, moi j'ai un peu une question à vous poser, peut-être à votre vous du passé, mais que vous ayez été donc du coup citadine ou que vous ayez grandi dans la paysannerie, est-ce que votre position de femme a pu vous bloquer en tant que future paysanne ou pas du tout, au contraire, ou est-ce que ça vous a motivé, enfin à quel point en fait ça vous a empêché ou non de vous projeter dans ce milieu-là, quoi? Moi, clairement, donc, mes parents ils étaient ouvriers, mais ils avaient une petite ferme à côté. Et je suis jamais montée sur le tracteur, j'ai jamais tué les lapins. Et mon père, il avait cette espèce de glorification de faire des études. Et du coup, j'ai appris à repasser. Alors, je repasse jamais aujourd'hui. Ça me sert à rien. Et clairement, je suis sûre que ma peur du tracteur, c'est vraiment lié à ça. Et je me rappelle avoir... Et en fait, j'ai pris conscience de ça assez récemment, de ce machisme paternaliste, quoi. Je me rappelle avoir pleuré auprès de ma mère en mode mais je peux jamais monter sur le tracteur. Et du coup, ma mère, elle banalisait ça aussi en me disant ça sert à rien, tu vas te secouer les boyaux, ça sent l'essence, ça sent le fioul. Mais j'étais pas inclus dans le clan des mecs, quoi. C'était vraiment mon père et mon frère.
Et en fait, j'ai réalisé ça assez récemment, que j'ai rien appris de mon père. C'est pas avec lui que j'ai appris les gestes paysans, alors qu'il savait tout faire. Et c'est dommage, en fait. Et je sais pas, je lui ai jamais dit. Bon, il a jamais lu la BD non plus. Et je pense pas qu'il écoutera le podcast. Mais et tant pis, c'est pas grave. Maintenant, je suis passée à autre chose et j'ai appris autrement. Mais c'est dommage, en fait. Par contre, j'ai appris à cuisiner et à repasser les mouchoirs. Sauf qu'en fait, ce que vous vouliez faire, c'était ça, en fait, être paysanne. Ben, je le savais pas trop, mais par contre, j'avais vraiment envie. J'ai toujours beaucoup aimé les animaux. Et du coup, j'avais envie d'être au plus proche des gestes, en fait. Par exemple, il avait des ruches. Moi, je faisais juste la mise en pot. Alors que mon frère, il a quand même eu un accident avec l'extracteur de miel. Il était vraiment au plus proche de l'action, quoi. J'ai réussi une fois à utiliser le soufflet pour calmer les abeilles. Désolée, c'est pas les bons termes techniques, mais c'est tout. Et en fait, j'étais vraiment exclue de ça. Et après, ça nous imprègne très fortement. Et du coup, même ça nous brasse profondément. Enfin, ma mère, elle a peur de conduire et c'est fou comme ça imprègne les enfants. Et je vois, à un moment, on voulait se lancer dans un petit truc avec mon frangin. Et je disais, mais tu penses qu'on va y arriver ? Il dit, bah, il y en a d'autres qui arrivent, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je me dis, pourquoi on ne se dit pas ça, nous ? Plus souvent, quoi. Maintenant, on se le dit quand on voit d'autres paysannes. Ouais, moi, ça me fait un peu peur, mon cheminement. Je me dis que je viens de super loin. Mais moi, je viens pas du milieu agricole. Quand j'ai commencé à découvrir le monde agricole, ça m'a fascinée. Enfin, vraiment, j'ai eu un intérêt très, très fort pour ça. Mais dans ce que je voyais, c'était quand même principalement des gars. Et le rôle des femmes, c'était quand même beaucoup d'être la copine d'eux, facilitatrice, ou de faire des petits trucs mignons comme des plantes aromatiques. Alors, c'est pas du tout pour dénigrer les plantes aromatiques, c'est une super production, mais on nous encourage beaucoup à ça. Et du coup, moi, dans mon esprit, les premières choses qui me sont venues, c'est ça m'intéresse trop le monde agricole, mais du coup, il faudrait que je sois conseillère agricole, par exemple, ou de me trouver un mec éleveur, parce que quand même, j'adore les animaux, et comme ça, j'aurais le droit d'aller les voir. Et ça a pris quand même beaucoup de temps de me dire, ah non, en fait, peut-être que juste je pourrais le faire moi. Et avec du recul, je me dis, waouh, quand même, ça craint d'être passé par tout ça. Et en fait, moi, ce qui m'a trop manqué, du coup, c'était le manque de représentation de modèles féminins auxquels je pouvais m'identifier, quoi. Enfin, c'était un manque flagrant, quoi. Et c'est aussi l'idée de cette BD, c'est de combler ce manque, quoi, avec des paysannes qui font leur métier, qui sont heureuses de le faire, qui sont pas des superwomen, parce que les quelques modèles féminins qu'on me proposait, c'était tellement des guerrières battantes que ça me paraissait inaccessible. Et en fait, la plupart d'entre nous, on n'est pas ça. Mais en fait, même sans être ça, on a vachement de force et de courage et de ressources et on est déjà génial. Et cette représentativité dans la complexité avec les forces et les faiblesses, mais aussi le fait de se dire nos forces et nos faiblesses, bah, c'est une super force. Enfin, c'est vraiment pour moi un des gros nœuds de ce qui manquait, quoi. Et moi, j'ai l'impression que le plus gros obstacle, effectivement, c'était cette représentation du truc en couple, quoi. Où j'ai l'impression qu'en dehors du couple, il n'existait pas d'agriculture et que c'était impossible de faire autrement. Qu'il fallait d'abord trouver un gars, après faire une ferme. Oui, et que du coup, il fallait trouver le mari pour conduire le tracteur et qu'après, on pouvait avoir des brebis. J'avais du mal à sortir de cet imaginaire, quoi. Et après, du coup, je peux revenir sur un autre sujet. J'ai l'impression qu'il y a un sujet qu'on n'a pas trop évoqué, c'est l'arrivée des enfants aussi dans un couple de paysans. J'ai l'impression que ça a tendance aussi à refaçonner les choses, à renvoyer vachement chacun à son genre. Et j'ai l'impression que ça pose beaucoup de questions. Petit chiffre sur le congé maternité des paysannes. Donc en France, le congé maternité a apparu en 1909. Il était de 2 mois, je crois. Et pour les paysannes, il a apparu en 1976 et était de 2 semaines. Ça fait que depuis 2019 que les paysannes qui ont un statut ont droit à un congé maternité comme les autres femmes, donc de 4 mois pour un premier enfant sans pathologie. Mais je crois que la particularité, si j'ai bien lu sur ce congé maternité des paysannes, c'est que non seulement elles ont des indemnités, mais surtout elles ont des sous pour pouvoir embaucher quelqu'un pour faire le travail dans la ferme. En fait, maintenant, elles gèrent elles-mêmes leurs sous.
Avant, c'était effectivement quelqu'un du service remplacement qui pouvait venir pour travailler sur la ferme. Mais en fait, dans les faits, on constatait que monsieur prenait la personne du service remplacement pour faire encore plus de boulot difficile. Et madame continuait de faire ses travaux en étant enceinte. On a une copine qui a notre âge, à 8 mois, elle était sur le toit, à réparer son toit à 8 mois de grossesse, quoi. Elle n'a pas pris de congé maternité. Et dans les faits aussi, il y a quand même encore 40% des paysannes qui ne prennent pas le congé maternité auquel elles auraient droit, parce que c'est impossible. Mais effectivement, maintenant, c'est de l'argent qu'elles peuvent gérer et c'est quand même plus souple pour elles. Juste un mot sur la façon dont c'est construite, écrite, dessinée, cette bande dessinée, sur le processus d'écriture qui a été très collectif. Déjà, il faut. En fait, l'idée du projet est venue des paysannes en polaire. La première idée de faire une BD, c'était en 2014. Donc, c'est un projet qui est né il y a longtemps, mais qui a mis du temps à se concrétiser parce que chacune était dans ses installations. Le groupe s'est un peu formé au fur et à mesure des rencontres dans des milieux militants, les milieux paysans, etc. Et en fait, quand ça s'est de votre côté concrétisé, on a vraiment envie de faire une BD sur nos vies de paysannes et ce qu'on a vécu pendant notre installation, et ben il s'avère qu'on s'est croisés avec Céline, on se connaissait un peu de vue et on s'est croisés pile au moment où moi... j'avais arrêté ce que je faisais en me disant en fait je vais faire de la BD mais je savais pas trop ce que j'allais faire, donc c'était vraiment à 2 mois près je crée mon statut d'artiste auteur et je cherche un projet et Céline me parle de ce projet de BD qu'elles ont envie de faire, et donc du coup à partir de là on s'est retrouvés à se voir en fonction des emplois du temps des fermes de chacune. Moi, je vivais à Paris à ce moment-là, donc il fallait aussi faire les trajets, se retrouver. Mais je pense qu'on arrivait à peu près tous les 2 mois, en fonction des pics de saison, etc., à se voir sur un week-end pour se dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Est-ce qu'on fait une fiction? Est-ce qu'on fait des chroniques où chaque page, c'est un personnage différent? Enfin, voilà. Et à être toutes les 6... totalement, à part lectrice de BD, il n'y avait pas beaucoup de formation de scénario, il n'y avait rien, quoi. Donc c'était lire plein de BD, essayer de comprendre en lisant une BD comment ça a été fabriqué, etc. Et donc c'est pour ça que, en fait, finalement, moi, j'ai vraiment pas été, parce qu'il y a certains médias qui comprennent pas que déjà que le projet vient pas de moi et que je suis pas allée je cherchais des paysannes pour faire une BD là-dessus, et qu'à l'inverse, j'ai pas juste finalement par notre processus de création, j'ai pas juste été votre plume je mets en dessin des choses déjà pensées jusqu'au bout, parce qu'en fait, vu qu'on était si novices, ça s'est fait assez naturellement qu'on a vraiment tout écrit ensemble à 6. Mais ce qui donne une forme très originale à la bande dessinée d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est plus de travail que juste de raconter des anecdotes. En fait, vous avez créé des personnages types qui sont des espèces de mélanges de vous toutes, c'est ça? Eh ben oui, parce que en fait, on s'est rendu compte assez vite que beaucoup de choses que vous viviez étaient liées à vos animaux, à quelle production vous faisiez. Donc ça, on était obligé de créer plusieurs personnages parce qu'on pouvait pas créer une superwoman qui était à la fois qui faisait du fromage de chèvre plus des abeilles, etc. Donc il a fallu en créer plusieurs. Et 3, je pense que il y a beaucoup de choses qui pour moi ont été un peu du fait du hasard et qu'en fait on a aussi un peu découvert à la fin que ça marchait bien et que c'était chouette. Mais il y a eu ça a été beaucoup de patchwork, de post-it qu'on a bougé dans tous les sens, qu'on a attribué les scènes réelles à nos personnages en disant tiens, en fait finalement ça faut que ce soit vécu par une telle. En fait c'est un truc qui se passe vraiment en hiver, donc finalement on le met à la fin de la BD. Enfin toi, ça a été beaucoup de trucs comme ça. Et du coup, 3 personnages, c'était un peu le max pour se dire, finalement, on arrive quand même à les suivre. On voulait vraiment que ce soit 3 personnages principaux et qu'il n'y ait pas une première... Enfin, que elles sont au même niveau dans l'histoire. Mais ce qui fait qu'on n'a effectivement pas mis de maraîchage, on n'a pas mis de brebis comme ce que fait Guylaine. Mais du coup, ça a été effectivement le compromis qui s'est fait assez naturellement, et ça permettait aussi de pouvoir mettre ce qui était cher pour nous, de pouvoir mettre une diversité de corps aussi, et de physique et de situations amoureuses, et de pouvoir représenter tous ces autres témoignages qu'on nous a confiés. Et donc il fallait tout valider à 6, donc ça a été très long comme processus, mais du coup avec effectivement une forme assez qu'on a voulu expliquer à la fin de la BD, mais peut-être assez ce qui fait que c'était parfois pas compréhensible de savoir qui avait fait le scénario, qui était qu'on a parfois été un peu mélangé de moi être présentée que comme dessinatrice, alors que moi je me sentais pas que dessinatrice sur cette BD etc. Mais ce qui fait qu'on s'est quand même tout essayé vraiment à l'art de la BD, tu vois, de prendre un truc que tu as envie de raconter et tu le séquences où ça devient de l'écriture dessinée ou de l'image séquencée, quoi. Donc on a aussi toutes fait du dessin selon moi mais avec chacune son style. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans le résultat de la BD, c'est que y a aucun élément où on peut dire ça, c'est Machine qui l'a fait.
C'est tellement le fruit de la réflexion de tout le monde, des anecdotes, du vécu de tout le monde qui a été proposé par une personne, puis retravaillé par une autre, puis retravaillé par une autre. Et en fait, je trouve ça beau l'idée que ça se détache des gens, en fait. Ça devient quelque chose de collectif. Avant de faire cette BD, je crois qu'on on en parlait beaucoup avec Céline, on était vraiment agacés du fait que tout ce qui sortait sur les paysannes, c'était jamais les paysannes qui parlaient en leur nom propre. C'était souvent des journalistes ou d'autres formes de personnes qui avaient un statut d'expertise et qui parlaient, comme si on ne pouvait pas parler par nous-mêmes, qu'il fallait traduire. Et en plus, souvent avec une posture d'explorateur aventurier, très agaçante de venir dans la paysannerie et du coup de surjouer un peu ces côtés-là. Et en fait, on avait vraiment le besoin de dire non, mais en fait, on peut parler. Du coup, le féminisme dans la paysannerie, c'est pas seulement la BD, c'est aussi toutes nos luttes politiques qu'on essaye de faire collectivement pour faire avancer les choses, notamment par rapport aux acquis des droits sociaux des paysannes. On a parlé du congé maternité, mais aussi d'instaurer la parité dans nos syndicats agricoles pour avoir plus de représentation. Le fait de faire en sorte que nos syndicats soient moins sexistes, avec des kits en fait d'alerte pour déceler le langage macho dans les réunions, pour permettre aux femmes de prendre plus de place aussi. On aimerait du coup aussi monter une brigade d'action féministe paysanne, la BAF paysanne, pour aider les paysannes qui vivent des violences dans leurs fermes. Et, l'écriture inclusive, ça fait partie de nos combats. En fait, des choses aussi dans la place publique, quoi, pour que ce soit pas juste au sein des foyers, en fait. Pour terminer la discussion, est-ce qu'il y a une ou plusieurs œuvres d'art que, collectivement, les paysannes en polaire, vous aimeriez recommander ? On avait dit, c'est pas très original, mais elle est partout dans la BD. Anne Sylvestre, évidemment, mais en particulier Bergère qui termine notre ouvrage, mais il y en a plein que... Bon, des chansons d'Anne Sylvestre, alors. Et dans les ressources carnet de Bergère aussi. J'adore ce livre. Extraordinaire. Il y a Christine Delphi qui a fait tout son boulot sur évaluer le travail et la transmission du capital dans les fermes. Il y a le bouquin qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur le genre du capital. Et en fait, Céline Golac et Céline Bessière. Ouais, en fait, les enjeux de capitaux et transmission de capitaux, c'est central dans nos vies, quoi. Et ces références-là, elles sont importantes pour penser... Comment les femmes peuvent s'établir et non pas continuer de s'appauvrir. Au revoir. Au revoir. Au revoir les chats. Ravi de vous avoir rencontrés. Je vous regarde genre c'est pas la suite de la parole. C'est la fin de cet épisode des Couilles sur la table. Merci beaucoup, beaucoup aux paysannes en polaire pour leur accueil, pour leur générosité, pour ce délicieux déjeuner que nous avons fait tout ensemble. Nous sommes toujours très curieuses de vos retours, alors n'hésitez pas à nous écrire via les réseaux sociaux de l'émission sur Instagram, Twitter ou Facebook, ou bien à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. À vous qui rêvez de quitter la ville, de vous former pour devenir paysanne et paysan, eh bien, lisez cette formidable bande dessinée « Il est où le patron ?», chronique de paysanne parue chez Marabout, signée par Maud Bénézy et les paysannes en polaire, à retrouver chez vos libraires. À la prise de son, c'était Solin Moulin. Diane Mileli nous a conduits d'un endroit à l'autre. Une fois rentré à Paris, c'est Paul Berthiaud qui a réalisé cet épisode, Naomi Titi qui l'a édité et produit. Et puis, je vous rappelle que Les Couilles sur la table, c'est un podcast de Binge Audio. Toutes les informations, chiffres et statistiques sont, comme d'habitude, dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio. On a du mal à partir. Ouais. Bon, allez, pour moi. S'il y a bière à vos côtés, non. Attrape-la par la main.